Lumière. 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 Lumière sur le cartilage artificiel. L'arthrose est une maladie dégénérative du cartilage qui se fissure, s'effrite et finalement disparaît, causant des douleurs chroniques au niveau des articulations. C'est une pathologie qui touche en majorité les plus âgés, 65% des patients ont plus de 65 ans. En 1743, l'anatomiste britannique William Hunter affirmait dans une publication que tout cartilage détruit n'est jamais réparé. Alors, près de 3 siècles plus tard, ce paradigme est-il toujours d'actualité ? Pour y répondre, Astrid Pinzano, directrice de recherche au laboratoire IMOPA et médaille de bronze du CNRS en 2015 pour ses travaux interdisciplinaires, est avec nous. Son idée, créer un cartilage de remplacement à base de cellules souches qui sera ensuite greffé dans une articulation abîmée. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le détail, on va peut-être définir ensemble le cartilage, sa fonction, sa localisation. Le cartilage, on entend parler dès qu'on étudie les sciences naturelles au collège. Concrètement, une petite piqûre de rappel. Alors le cartilage, c'est un tissu qu'on retrouve au sein des articulations, donc il recouvre donc les os chez les gens, et nous avons donc dans ce cartilage, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerfs. Donc c'est un cartilage qui ne fait pas mal, un tissu qui ne fait pas mal. Et donc ce cartilage peut s'altérer donc avec le temps. Il est composé d'un seul type cellulaire, qui sont donc les chondrocytes, et il est composé d'une matrice extracellulaire qui est très dense et qui contient donc très peu de cellules finalement. Donc ça représente à peu près 1% du volume de la matrice. Et donc, on a un tissu qui est assez complexe à reproduire par son côté structuré et avasculaire, donc qui ne se répare pas très facilement. Donc le cartilage, c'est ce tissu qui permet d'articuler différents segments du corps. Vous le disiez, il peut s'abîmer de manière différente, il peut subir des lésions différentes, des lésions traumatiques comme après un choc, des lésions diffuses dans le temps avec l'usage quelque part un peu naturel du cartilage. Oui, bien sûr. Alors, ce tissu, comme il recouvre les os, il est très important donc au niveau des mouvements. Il va permettre d'amortir les mouvements comme la marche. Et après, également, lorsque on va avoir des pratiques sportives plus intenses, quand on va courir, on va appliquer sur ce cartilage des forces très importantes. On s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas de douleur et puis ça ne l'altère pas pour ça automatiquement. Mais au cours de la vie, donc, on peut avoir des traumatismes dans la vie courante, dans la pratique sportive. Tout le monde a été victime de chutes durant notre enfance et encore maintenant à l'âge adulte, en pratiquant, en tombant de vélo, en pratiquant le ski. Ces chutes, ils conduisent parfois à des lésions cartilagineuses. On ne se rend pas particulièrement compte parce que effectivement, on va chuter, on va se dire j'ai un petit peu mal, mais finalement, si on faisait des examens d'imagerie aux patients, on se rendrait compte qu'effectivement, il y a eu une petite fissure de la rotule, il y a une petite lésion cartilagineuse qui ne fait pas mal puisqu'on vient de dire que le cartilage n'était pas innervé. Donc du coup, on se retrouve avec ces lésions traumatiques qui vont conduire donc avec le temps vers l'installation de la pathologie arthrosique. On sait également que les pratiques sportives vont pouvoir également altérer les structures avoisinantes du cartilage dans l'articulation. Donc on retrouve dans l'articulation les ligaments croisés, on retrouve les ménisques, et si on a une altération de ces tissus, on peut avoir une rupture du ligament croisé. Donc c'est ce qu'on rencontre chez le sportif et en particulier par exemple le footballeur, où on peut également avoir une altération, une déchirure du ménisque et qui conduit à une intervention chirurgicale et à un retrait partiel de ce ménisque ou un rétrototal de ce ménisque, qui fait que à force on aura donc un frottement des deux articulations, et puisque le ménisque va servir de coussin, et ce frottement des articulations va conduire à terme donc à l'installation donc de la pathologie arthrosique. Donc toutes ces lésions vont être le siège du développement de cette maladie. Et on sait que c'est important de soigner soit le cartilage, soit également de faire des interventions chirurgicales pour réduire cette altération au cours du temps en réparant le ménisque ou en réparant donc le ligament croisé.
Donc du coup, dans le cas d'une arthrose, dans la pathologie de l'arthrose, le cartilage disparu, il va laisser place à des excroissances osseuses qui vont justement gêner l'articulation. Oui, on va avoir des excroissances osseuses qui vont pouvoir se faire parce que le cartilage essaie de se réparer, mais comme il est avasculaire et puis qu'il a des capacités de réparation très très limitées, donc du coup il va essayer de reproduire sa matrice puisqu'il est son propre producteur de matrice, mais quand il reproduit cette matrice, ça va être plus sur les côtés de l'articulation, et donc on va avoir des ostéophytes qui vont apparaître, donc ce qu'on peut appeler également les becs de perroquet, et qui vont effectivement réduire en plus la mobilité de l'articulation puisqu'on va avoir du tissu là où il n'est pas nécessaire d'en avoir, et les lésions qui sont existantes ne seront pas réparées. On a également des facteurs de risque qui vont influencer cette arthrose. Ça va être des facteurs héréditaires, mais également l'obésité, et qui va également avoir une influence sur ces articulations et qui va donc générer plus facilement des lésions chez le patient. Parce que l'obésité va mettre une pression supplémentaire au niveau de ses jointures, au niveau des articulations ? Oui, on va avoir une pression supplémentaire sur les articulations, et on peut avoir aussi des altérations au niveau de l'axe de la jambe, c'est-à-dire qu'on peut avoir un axe de jambe qui n'est pas totalement droit et qui va être déformé, donc ça c'est la morphologie des gens, et on va avoir des genoux qui vont être plus favorables à l'installation aussi de cette pathologie arthrosique, puisqu'il y aura plus de force qui sera établie soit sur un côté de l'articulation plutôt que l'autre côté, c'est-à-dire que sur un genou par exemple, ça sera plus au niveau de la face interne ou de la face externe selon la déformation au niveau de l'axe. L'arthrose s'accompagne aussi d'une douleur, puisque le cartilage détruit peut également... les petits morceaux peuvent flotter en quelque sorte dans l'articulation et du coup susciter une inflammation au niveau des articulations. Oui, le cartilage, donc il va y avoir une dégradation de ce cartilage, donc on va avoir des petits morceaux qui vont se retrouver dans l'articulation. Et l'arthrose n'est pas qu'une maladie du cartilage, puisque ces petits morceaux vont être mangés, si on peut dire comme ça, par la membrane synoviale. Donc la membrane synoviale est un tissu qui entoure la capsule articulaire et qui va donc s'inflammer, cette membrane synoviale, avec ces petits morceaux de cartilage qu'elle est censée digérer pour les retirer de l'articulation, et donc on va avoir des douleurs parce qu'on pourra avoir c'est pas une maladie inflammatoire, c'est plus une maladie dégénérative, mais on va pouvoir avoir des inflammations ponctuelles, donc les gens auront des épanchements articulaires et des douleurs, et ces douleurs elles peuvent être aussi provoquées par la mise à nu de l'os sous-chondral, puisqu'on aura eu une altération très importante du cartilage qui pourra atteindre l'os. Donc on n'aura plus de cartilage et on arrivera directement sur l'os. Et l'os étant innervé, lui, donc on aura des douleurs très importantes qui peuvent se manifester. Alors du coup, l'adage de l'anatomiste britannique William Hunter était vrai déjà il y a 3 siècles. Le cartilage qui est abîmé, qui est détruit, il n'est pas remplacé. Non, le cartilage qui est abîmé, qui est détruit, n'est pas remplacé. Et donc, quand les gens ont des lésions, on va s'intéresser surtout au départ à des lésions focales, puisqu'on sait qu'elles vont dégénérer. Donc, le but serait quand même de traiter ces lésions focales de façon à retarder l'apparition de cette pathologie. Et il est important donc d'essayer d'avoir des techniques chirurgicales ou d'avoir des tissus de remplacement qui permettront de venir traiter cette lésion. Et comme il ne se répare pas, soit on a des techniques qui vont chirurgicales qui vont essayer d'apporter du sang, donc de la moelle, donc par rapport à l'os sous-chondral qui est présent à côté du cartilage, pour essayer d'avoir un tissu cicatriciel. Ou alors donc apporter un substitut qui va venir remplacer ce tissu manquant. Donc il y a d'espoir avec vos travaux, notamment Astrid. Vous utilisez des substituts de cartilage qui contiennent des cellules souches. Quelle est votre approche selon le type de lésion ? Alors suivant le type de lésion, donc comme j'ai dit, il y avait des lésions focales et des lésions traumatiques ou des lésions plus diffuses. Donc sur les lésions traumatiques, les chercheurs vont avoir plutôt une approche basée principalement sur la production d'un cartilage
de remplacement. Ce cartilage de remplacement, il sera produit donc en laboratoire. Pour le générer, nous allons utiliser des biomatériaux. Ces biomatériaux, ils vont nous servir de support, de structure de support qui vont permettre d'accueillir les cellules, je dirais, et ainsi d'avoir une prolifération de ces cellules au sein de ce biomatériau et de produire un substitut de remplacement qui va maturer dans le temps, c'est-à-dire que le tissu ne va pas se faire en 2 jours, puisque il est important que les cellules synthétisent de la matrice, et cette matrice, au cours du temps, va avoir des propriétés qui sont proches de celles du cartilage. Après, ce qui va être important, ça va être le choix cellulaire dans ce type de biomatériaux, puisque la première chose, les chercheurs se disent on va prendre les cellules du cartilage, puisque c'est ce qui semblerait être les chondrocytes, être les meilleurs. Ces cellules seraient les meilleurs candidats. Mais le problème, c'est que ces chondrocytes, ils sont très peu accessibles, puisque ça veut dire qu'il faut aller chercher dans l'articulation des chondrocytes. Donc prendre du cartilage dans l'articulation, mais prendre un tissu qui ne se répare pas, c'est jamais simple. Donc du coup, on va avoir d'autres lésions qui vont être créées par la prise par cette biopsie. Et on va donc du coup plus privilégier, depuis de nombreuses années, les gens privilégient les cellules souches qui sont donc présentes dans notre corps et qui vont être des cellules potentiellement très intéressantes pour produire toutes sortes de tissus, même pas que du cartilage, mais toutes sortes de tissus en médecine régénératrice, sans avoir à faire forcément des biopsies dans des tissus qui ne seront pas forcément sains ou qui n'auront pas énormément de cellules, comme le cartilage où il y a très peu de cellules dans ce tissu. Oui, parce que la cellule souche, c'est un petit peu la cellule originale, quelque part, qui peut adopter des propriétés de cellules très différentes et très spécialisées dans le corps humain. Ça peut être une chondrocyte, comme ça peut être n'importe quel autre type de cellule. Ces cellules souches, elles ont un grand intérêt en médecine régénératrice, parce que ces cellules, on les trouve dans le corps. N'importe quelle personne peut être donneur de ces cellules souches pour sa propre thérapie. Donc ça permet de faire une médecine personnalisée et d'avoir accès à des cellules autologues. Ces cellules, on privilégie les cellules souches mésenchymateuses adultes pour le cartilage, puisque c'est un tissu qui provient du mésenchyme. Et donc on va isoler ces cellules à partir de la moelle osseuse, à partir par exemple de la membrane synoviale. Donc la membrane synoviale est un tissu de l'articulation qui contient des cellules souches. On a des cellules souches dans le liquide synovial. Donc moi je m'intéresse particulièrement à ces 2 tissus pour produire des cellules souches mésenchymateuses dans mes travaux de recherche. Et donc ça apporte quand même un élément important d'être son propre donneur de cellules souches, puisqu'on n'aura pas de problème de compatibilité derrière, ni de besoin d'avoir des médicaments pour ne pas rejeter ces cellules, par exemple, puisque ce sera nos propres cellules, donc ce qui est quand même très intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on retire une cellule souche, on extrait une cellule souche de notre organisme? Comment est-ce qu'on la cultive? Vous parlez de culture et de croissance de cellules souches, mais c'est comment? C'est dans une boîte de pétri? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, comment ça se passe? Quand on travaille, donc moi dans mon équipe de recherche, j'ai des chirurgiens orthopédistes qui travaillent dans mon équipe de recherche, donc ils travaillent au CHRU de Nancy, et donc au service de chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique. Et ces chirurgiens vont récupérer des biopsies cartilagineuses ou des biopsies de membrane synoviale, en accord avec les patients bien sûr. Et ces biopsies, ce sont des déchets opératoires, ce ne sont pas des biopsies qui sont faites directement sur le patient juste pour générer de la recherche. Ce sont des déchets opératoires qui sont normalement détruits au cours d'arthroplastie, c'est-à-dire quand on change du cartilage de genou et qu'on met une prothèse de genou, on va forcément, il est nécessaire de retirer la partie cartilagineuse altérée et également d'enlever de la moelle osseuse, puisque souvent il faut renfoncer les structures à l'intérieur, et donc du coup on récupère ces prélèvements de manière à pouvoir faire nos recherches.
Et ainsi, on va pouvoir produire nos substituts cartilagineux. Donc après, quand la biopsie arrive de l'hôpital, nous, on la traite. Donc bien sûr, elle est anonymisée, je précise. Et on la traite. Donc on va diluer ces cellules avec des milieux de culture qu'on connaît très bien et qu'on a mis au point depuis quelques années. Et on va mettre ces cellules dans une boîte de pétri, justement. On va les laisser 2-3 jours dans cette boîte de pétri. On va attendre qu'elles se collent au fond de cette boîte de pétri. Et une fois qu'elles se seront collées, on va nettoyer cette boîte de pétri, la rincer, et on récupérera nos cellules souches, puisqu'elles ont les propriétés d'adhésion au plastique. Et on peut les caractériser et être sûr qu'on travaille bien avec des cellules souches, on est d'accord, mésenchymateuses. Et on va ensuite les amplifier, parce qu'il est nécessaire d'en avoir beaucoup pour faire les recherches et pour produire des substituts. Donc on va les amplifier, en prendre une partie, les remettre dans une autre boîte de manière à multiplier le nombre. Et ensuite, on pourra les ensemencer dans des biomatériaux pour pouvoir produire avec le temps et des milieux de culture adaptés notre substitut cartilagineux. Et c'est là où intervient l'impression 3D des cellules souches ? Oui, c'est là qu'intervient l'impression 3D. Donc c'est compatible en fait. Alors on peut utiliser les cellules souches pour faire de l'impression 3D. On peut utiliser des cellules même pour faire de l'impression 3D. Donc on pourrait utiliser des chondrocytes. On a déjà fait des essais avec des chondrocytes. Mais on privilégie les cellules souches parce qu'on en a plus. Et donc depuis 2016, on a utilisé une technique d'impression 3D pour réaliser ces substituts cartilagineux. Donc ce travail, il est fait en collaboration avec la plateforme 3D Fab à Villeurbanne. Donc en particulier avec Christophe Marquette. Et donc on a un projet qui avait été accepté pour montrer cette faisabilité d'impression de nos cellules souches et puis de produire du cartilage de substitution. Donc ce qui est important avec la technique d'impression 3D, c'est qu'il faut être sûr que quand on imprime nos cellules, le processus d'impression 3D ne va pas les tuer, ces cellules. Et donc nous avons montré cette faisabilité, qu'on était capable d'imprimer ces cellules avec une bioencre. Alors vous avez vu, tous vous connaissez les imprimantes. Donc on a une encre comme dans une imprimante jet d'encre qu'on a tous à la maison presque. Et ces cellules, elles vont être mises dans cette encre et on va imprimer cette encre à l'aide d'une seringue, d'un piston qui va imprimer les cellules sous la forme qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait des substituts par exemple d'1 centimètre sur 1 centimètre sur 4 mm d'épaisseur pour essayer de reproduire à peu près ce qu'on pourrait avoir en clinique des lésions à traiter. Et ainsi, on peut obtenir un substitut. Nos cellules, elles survivent. Et on vérifie au cours du temps si cette survie, après le processus et même après 28 jours, est toujours réelle. Et on a pu montrer effectivement que c'était faisable. Et en plus, on a montré qu'on avait la production d'une matrice cartilagineuse au cours du temps, donc avec des milieux adaptés à la différenciation. Donc on a montré toute cette faisabilité de l'impression 3D. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette impression 3D, puisque je pense que c'est vraiment important en médecine régénératrice. Et donc l'impression 3D, maintenant qu'on a montré la faisabilité, ce qui est important, c'est d'essayer d'améliorer notre substitut, parce que il n'est encore pas au top, si on peut dire ça comme ça, puisque le cartilage, il y a 4 couches dans le cartilage, donc il faut reproduire ces 4 couches. Pour l'instant, on ne reproduit pas ces 4 couches, mais l'impression 3D est une technique qui nous permettra de reproduire ces 4 couches. Donc on écrit des projets pour avoir des financements, pour travailler sur ces 4 couches de cartilage, de façon à obtenir des substituts le plus proches possible donc du tissu natif. Pour l'instant, quels sont vos résultats ? Est-ce que c'est probant ? Est-ce que c'est prometteur ? Est-ce qu'on se rapproche dans quelques années de solutions, de substituts de cartilage efficaces, ou au moins aussi efficaces que le cartilage original ? Alors, on se rapproche, on est d'accord. C'est toujours difficile de reproduire un tissu aussi complexe. Mais on a la capacité donc maintenant de produire des tissus qui ont une matrice proche du cartilage natif. Donc après, il y a toujours des améliorations qui doivent être réalisées, puisqu'on a quand même un tissu qui mécaniquement a des propriétés assez spécifiques. Donc on doit ensuite après faire des travaux sur la mécanique de ce tissu obtenu. On a aussi des essais à faire pour vérifier que ce substitut est de bonne qualité, puisque d'un patient à l'autre, on pourrait avoir des différences. On a développé avec un ingénieur de recherche au laboratoire
une technique pour vérifier la qualité du biomatériau sans avoir affaire à des techniques invasives comme l'histologie, parce que si on fait de l'histologie, on est obligé on est obligé de prendre le substitut et de le couper et de vérifier microscopiquement sa qualité. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, moi je suis incapable de vous le redonner pour le patient puisqu'il a été détruit. Donc nous avons développé avec Jean-Baptiste Vincourt, surtout lui, parce que c'est lui l'ingénieur de recherche sur cette plateforme de Protomic, une technique qui va nous permettre de vérifier la qualité du biomatériau, juste avec un prélèvement du milieu de culture dans lequel il baigne, de manière à voir sa qualité et de vérifier avant le passage en clinique que ce biomatériau qu'on implantera sera de très bonne qualité par rapport peut-être à la boîte d'à côté où finalement il aura peut-être été moins maturé avec le temps parce qu'on peut avoir des différences, vous savez qu'il y a toujours des hétérogénéités qui peuvent exister. Merci Astrid Pinzano. C'était Lumière sur le cartilage artificiel avec Astrid Pinzano, directrice de recherche CNRS au laboratoire ingénierie moléculaire et physiopathologie articulaire de Nancy.